Juste en voyant ça, je sais qu'il y a plein de nostalgiques qui sont en train de faire « Oh, chouette, 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 il va en parler, il va en parler, il va en parler !» Celle-ci, c'est notre modèle le plus perfectionné, la Magique à coudre Singer. Magique à coudre? Pourquoi magique? Tiens, c'est drôle, elle remplit la canette sans toucher à rien. Oh, elle coud une boutonnière toute seule. Elle pique du jersey. Ça tiendra jamais. Ah si. Je veux voir ça de plus près. Magique à coudre Singer, un nouveau plaisir de coudre que l'ami Singer vous fera découvrir. Amis du filet de la mécanique, bonjour. Oui, on va parler de la machine préférée de mon formateur. On va parler d'une de mes machines préférées aussi. Peut-être même presque la number one. On va parler de 760. Alors la 760, elle est sortie dans les années fin années 60, début années 70. Elle va bientôt fêter ses 70 ans, hein, cette mamie. Hein. Et pourtant, mécaniquement, on n'a pas réussi à faire mieux. C'est puissant, c'est rapide, c'est performant, ça passe vraiment des épaisseurs, il y a plein d'accessoires, on peut même faire du point de chaînette avec cette machine pour pouvoir faire des coutures temporaires. C'est un mastodonte. Mais quand je dis un mastodonte, c'est THE mastodonte. Mécaniquement, c'est l'une des machines les plus compliquées qui existent. On ne peut pas dire... La capacité de cette machine, elle est vraiment dingue. Et en plus, elle est fournie avec tout un tas d'accessoires. Bref, on va un petit peu faire le tour. La 760, c'est une machine donc entièrement mécanique. Et pourtant, elle a donc eu énormément, mais alors énormément d'innovations. Déjà, il n'y a pas de dévidoir canette. Si vous regardez ici, hein, il n'y a vraiment pas de dévidoir canette. La canette, elle est faite directement à l'intérieur du boîtier canette. En fait, avec une canette, on peut littéralement tout faire. On peut recharger le fil. Et cette fois-ci, contrairement à ce que je peux raconter, sur celle-là, il n'y a absolument aucun problème à mettre plusieurs fils sur la même canette. La raison, elle est toute simple. Hop. C'est qu'il suffit que je prenne une canette, et si je veux retirer le fil de cette canette, ben tout simplement, je viens, je dévisse, je retire mon fil, boum, et je viens, je revisse. Voilà, j'ai une canette neuve. Rien que ça, c'est dingue, c'est dingue. Enfin, elle va aussi avoir des points vraiment très spécifiques, notamment le point de bâti mécanique. C'est-à-dire que cette machine, je peux venir vraiment en position haute, je pars en couture, elle va faire 12 points sur place, sans piquer, hein. Le truc reste en haut, et clac, clac, clac. Ça fait ce style de point là. Si j'arrive à vous montrer. Ça fait ce style de point là. Là, on voit bien, j'ai un point, puis j'ai tout ça de battement, et de nouveau un point. Ça permet de faire vraiment du bâti, de bâtir. Pareil hein, pour les pinces, du fait que tout se fait automatiquement là-dedans, ben, ma pince, je peux la faire sans avoir de couture, vraiment venir comme il faut, placer ma pince. C'est une machine qui vraiment a plu à énormément de professionnels de la couture. Et à l'époque, cette machine, elle valait pas loin, aujourd'hui on va dire, en équivalent de 3000 €. Ah non, quand aujourd'hui on me dit « Ouais, c'est cher quand même les machines !» Ça, par rapport à combien ça valait à l'époque, si on transcrit aujourd'hui, en prenant en compte l'inflation, ça vaut 3000 balles neuf. Ça valait ce prix-là en neuf. Elle avait vraiment tout d'exceptionnel. Et
Alors il n'y a pas que la mécanique, hein, il y avait vraiment aussi les accessoires. Cette machine, elle fonctionne, hop, voilà. Elle fonctionne vraiment pareil que la Elna, il y a le système de cam. Donc je pouvais faire vraiment des points de décoration, des points stretch, tout ce qu'il fallait parce que j'avais toute une armée de cam. C'est une des premières machines aussi qui a, hop, le double transport, que beaucoup de personnes appellent le double entraînement. Donc même dans la notice, hein, ils expliquaient à quoi ça sert. C'est-à-dire que si maintenant j'ai des tissus avec des raccords, je vais plutôt mettre un double entraînement pour éviter le cisaillement. Ah non, 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 c'est vraiment un truc de dingue, cette machine. Vous ne vous rendez pas compte de la technologie qui est dedans. Et d'ailleurs, on va un petit peu commencer par ça. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, derrière, on va un petit peu faire des tests couture. Alors bon, les cams, on va pas trop les utiliser. J'ai envie de dire, en mauvaise blague, c'est pas trop ma cam. Mais voilà, au moins déjà techniquement, voir ce que cette machine peut faire et comprendre aussi son système de crochet, on a déjà de quoi faire. Allez, on démonte. Ok, commençons par le commencement. Le moteur, il est ici. C'est encore un moteur qui est à charbon, mais on va commencer à avoir un petit peu des impulsions dedans. C'est-à-dire, quand il va être branché, quand je vais appuyer un petit peu la pédale, je vais entendre une sorte de crrrr. Ce petit crrrk, en fait, ce qui va me permettre, c'est tout simplement que le moteur, il va un petit peu vibrer. Et donc, par ces micro-impulsions, ça va aider tout simplement à passer les épaisseurs. Rien que là, déjà, il y a eu une petite innovation. Ensuite, hop, on va remonter un petit peu par là. Et ici, je vais avoir donc ma première courroie, bien là. Je parle bien de la fine qui est ici, qui va remonter, hop, jusque là, à mon volant. Du coup, le volant est directement solidaire, hein. Il est pris par une grosse vis là en haut. Ensuite, je vais avoir ici, donc sur l'axe, ma courroie de renvoi qui va renvoyer l'énergie d'en haut vers en bas. Et c'est d'ailleurs par là en bas qu'on va commencer, parce qu'il y a déjà, à part le moteur, beaucoup de choses à dire. Mon énergie arrive donc sur la courroie, et ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul axe. Il y en a un deuxième qui est un petit peu caché, qui est ici, mais celui-là, il ne sert qu'à une seule chose, c'est tout simplement aller jouer sur ma longueur de pointe. Parce que oui, si là j'active la marche arrière, tout simplement, je parle souvent du commutateur que l'on vient renverser, en fait le commutateur il est ici. Pareil, si j'augmente ma longueur de pointe, tout simplement je viens jouer sur l'inclinaison que va avoir mon commutateur à ce niveau-là. Voilà, si je me mets par là, hop, voilà, là je suis quasiment en marche arrière, et si je monte, voilà, là je vais être au point le plus long. Tout simplement, je vais venir jouer sur le cube ici qui va se déplacer. Regardez. À l'intérieur de ce mécanisme, il y a donc un cube. Quand je vais venir faire tourner mon volant, ce cube va se déplacer. Si maintenant je me mets à 0, voilà, là je suis à 0. En fait, mon cube, il va tout simplement aller de haut en bas. Là, j'ai en fait la trajectoire minimum. Donc, tout simplement, je vais faire du surplace. Mon cube ne fera que du haut-bas. Voilà, il va se déplacer dans le commutateur, tout simplement, en faisant du haut-bas. Il va faire du surplace. À partir du moment où je vais mettre de la longueur de pointe, cette fois-ci, je ne vais plus faire de haut-bas, mais je vais faire une sorte de décollage redescente.
à ce moment-là, mon cube va tout simplement avoir beaucoup plus de chemin à parcourir, et donc mes griffes vont tout simplement faire beaucoup plus de chemin. J'ai allongé mon poing, tout simplement. Quand je vais appuyer sur la marche arrière, cette fois-ci, je vais faire exactement le même mouvement, mais à la place de le faire comme ça, je vais le faire hop, à 90 degrés, comme ça. Là, si vous regardez bien, je vais vers l'avant, tac, voilà, mais je vais aussi un petit peu plus profond par rapport à la vidéo. En vérité, quand la machine elle est droite, tout simplement, je monte. Dès que je vais faire de la marche arrière, je vais tout simplement renverser mon commutateur, donc à la place d'être à 45 degrés, hop, il va être à 45 degrés, mais dans l'autre sens. Résultat, quand je vais tourner mon volant, j'ai toujours la même longueur de poing, mais cette fois-ci, je vais tourner dans l'autre sens. Comme on l'a déjà évoqué, les griffes, elles sont soumises à deux mouvements. Elles sont soumises par un mouvement qui fait avant-arrière, mais aussi par un mouvement qui fait haut-bas. Ici, tout simplement, il y a une pièce en forme d'amande qui, elle, va gérer de façon circulaire les griffes. Ça rapporte un petit peu de la fluidité. La pièce en amande, elle va venir faire en sorte de monter, descendre, et là, ça va venir jouer avec le commutateur qui va faire le avant-arrière. J'ai vraiment un truc beaucoup plus fluide qu'avec une cuillère notamment. Enfin, si on veut totalement être transparent sur le mécanisme de griffe de cette machine, et beaucoup d'autres, il faut un petit peu aussi évoquer la barre qu'il y a là en dessous. Cette barre-là est prise d'un endroit, juste d'un centre de rotation. Quand on vient appuyer sur la pédale, ce centre de rotation va bouger, et ainsi donc influer sur le mouvement des griffes. Vous pouvez observer, ce mouvement il est circulaire. Il n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce qu'il subit déjà l'influence que va avoir le mécanisme de griffe. Au bout de mon axe, je vais avoir un premier pignon plastique qui va avoir tout simplement un renfort sur le deuxième pignon. Regardez ici le jeu que je peux avoir. Non seulement j'ai du jeu latéral, mais j'ai aussi un jeu rotatif. La pièce est assez bizarrement usinée. Si vous regardez, on a bien le pignon principal, et ici un premier contre-pignon avec une autre roue. Ici, le but est tout simplement de transmettre de l'énergie pour avoir une démultiplication au niveau de la puissance de notre crochet. C'est ce qui va notamment être utile pour pouvoir faire la canette ou pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Enfin, le contre-pignon donc va donner son énergie à un autre pignon qui se situe sous le crochet. Voilà à quoi ressemble un crochet de 760. Ici, vous voyez bien un contre-pignon qui est directement collé sous le crochet. Ça va venir tout simplement influer sur un mouvement direct. Cette pièce-là est une pièce qui casse assez régulièrement et croyez-moi, en tant que réparateur, c'est un calvaire à changer. Non seulement c'est une machine complexe, mais en plus, sa mécanique, qui a l'air relativement simple, c'est quand même un petit peu le bordel pour la changer. Au-dessus, dans le crochet, nous avons donc le boîtier canette qui, petite exception de pas mal de machines, est un boîtier canette en métal. Alors attention, on n'est pas sur de la 400G où on avait vraiment un boîtier dit Apollo. Non, non, là on a vraiment un boîtier bien particulier. Regardez, le boîtier, il est quand même assez bizarre, quoi. Il est en métal, il est rond, et la canette, elle est maintenue par une sorte de frein juste au-dessus. Alors on retrouve tout ce qu'il faut pour le boîtier canette, c'est-à-dire qu'on va avoir ici une lamelle, et on va pouvoir venir jouer sur la tension avec la vis qui est par là. Les canettes, comme on l'a vu en introduction, elles sont aussi un petit peu bizarres. On peut les ouvrir, et elles ont une forme bien particulière. Quand vous voyez des canettes comme ça, vous savez que vous avez affaire à une 700.
Ces canettes ont vraiment quelque chose de particulier, hein, on l'a dit, parce que le remplissage de la canette se fait par l'intérieur. Le dévidoir est directement incorporé au crochet. Comment ça marche? Grâce à la petite manette qui est là et qui vient faire soulever la spatule en haut. Ce qui est magique, c'est que quand on referme, la spatule va venir se rebaisser. Plus concrètement, c'est la petite pièce blanche qui est ici qui va venir faire office de monter la spatule ou la faire redescendre. Quand j'appuie sur le bouton blanc, ici, mon mécanisme commence à bouger. Une fois que je suis appuyé à fond, mon mécanisme est bloqué en position haute. Là, ma spatule, elle est bien remontée. Quand je referme la trappe, tout simplement, j'influe ici un petit mouvement qui fait que toute la spatule va redescendre d'un coup. Cette spatule, on la voit ici. Et en fait, je peux même vous la montrer encore mieux. Pour ça, hop, je viens dévisser. Voilà, j'ai la petite plaquette ici qui vient me permettre de repousser la spatule. Et en fait, la spatule, pouf, la voici. Ce que ça implique, c'est que mon crochet, il est creux. Non seulement il est creusé ici pour pouvoir accueillir le boîtier canette, vous verrez également qu'il y a une toute petite rainure qui fait que le boîtier canette puisse venir ici s'enclencher dedans. Et enfin, donc, oui, il est creux. Pour revenir au crochet et au pignon de crochet, dont j'avais parlé, que parfois il faut le changer, en voilà un vieux. Et en fait, celui-là, il est vraiment mort de chez mort. Là, il est totalement fissuré, il manque des dents et autres. Donc voilà, c'est cette pièce-là, en général, que l'on vient remplacer sur ce crochet. Si vous avez une 760 ou une 701 tout court, regardez la couleur. S'il est de couleur orangeâtre, comme ça, c'est qu'il va pas tarder à lâcher, donc il faudra prévoir une grosse réparation. Revenons à notre canette. Comment ça marche pour que la canette se dévide entièrement? Eh bien, tout simplement, les canettes, comme je l'ai montré, elles ont quelque chose de particulier à l'intérieur. Ici, elles ont une sorte de petit renfoncement. Quand ma canette est dans mon boîtier canette, tout va bien. Tout peut tourner tranquillement. Mais quand la spatule remonte, en fait, elle vient se coller à la canette. Et en tournant, la canette se met à tourner. La canette étant alors légèrement remontée vers le haut, tout simplement, le fil ne va plus passer au-dessus, mais il va passer dans la rainure, et comme elle tourne, elle va venir se faire. Ça a vraiment un côté magique, le crochet de 760. C'est vraiment quelque chose... Là, souvent on dit, punaise, celui qui a inventé ça, il était pas con. Là, les ingénieurs qui ont mis ça au point, je me demande ce qui leur est passé par la tête pour trouver des solutions pareilles. C'est une ingénierie qui est magnifique. Tenez, on va vite la remonter un petit peu, et je vous montre. Tenez, regardez. Ici, mon boîtier canette vient bien, comme sur la 411G, s'enclencher dans la rainure. Ici, clac, voilà, il est bien maintenu. On va aussi remettre la plaque. Et donc, on va mettre la canette. Regardez, je vais pousser, je vais lancer la machine et la canette va se faire toute seule. Voyez si c'est pas magique. Franchement, c'est beau à voir. Vous pouvez pas dire, c'est beau à voir. Si maintenant je dois changer de fil, encore une fois, je récupère ma canette, je la dévisse, et cela me permettra du coup d'avoir toujours une canette que je pourrais utiliser.
Allez, on s'en refait une pour le plaisir? Avouez, c'est excellent! Pendant qu'on est là en bas, on va encore regarder 3 petites choses. La première, c'est l'inclinaison de l'aiguille. L'aiguille, comme sur la 411G, est une aiguille qui vient piquer vers l'avant. Elle n'est pas droite, elle est inclinée vers l'avant. Ça va avoir plusieurs choses bénéfiques. De fait, l'aiguille inclinée va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure vision de son ouvrage, une meilleure vision d'ensemble. Vraiment, c'est quelque chose qui est non négligeable. La machine ne va pas venir nous cacher notre vue. C'est quelque chose qui est assez essentiel. La deuxième chose qu'il faut observer, ce sont les griffes. Les griffes, ici, elles sont noires. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles sont donc en métal, mais recouvertes d'un alliage en caoutchouc et de téflon. Résultat, la plupart des matières, en fait, vont être facilement agrippées par ces griffes. Les griffes sont de haute performance, elles sont totalement lisses, et pourtant, elles arrivent à transporter tout et n'importe quoi. Ajoutez à ça aussi la simplicité de changer les plaques à aiguille. Pourquoi? Parce que ici et là, je vais avoir 2 aimants. Clac! C'est bon, j'ai ma plaque à aiguille. Je n'ai pas de vis. Pour faire l'entretien, c'est magique, c'est presque révolutionnaire. Sérieusement, c'est facile. Enfin, la dernière chose que l'on peut observer, et là ça va en surprendre plus d'un, c'est que cette machine elle a un enfil aiguille qui est de série. Si, 2 séries, je vous mens pas. Alors bon, je veux bien, il est un petit peu caché, mais quand même, il est là. Je le descends, je passe derrière, je viens mettre l'hameçon dans mon aiguille, je viens prendre mon fil que je viens mettre dans l'hameçon, et je remonte le tout. Voilà, ma machine, j'ai juste à prendre mon fil, elle est enfilée. C'est une machine qui a fêté ses 60 ans. Encore une fois, elle est sortie au début des années 60. Plein de personnes trouvent qu'un enfil aiguille c'est révolutionnaire. Bah merde alors, 60 ans! On n'a rien inventé. Tenez, hein, je vous le remontre. Hop. Il est là, il passe là. Je viens avec l'hameçon dans l'aiguille. Je viens accrocher l'hameçon. Et je viens tirer le tout vers l'arrière. Il ne me reste plus qu'à tirer mon fil. Mon aiguille est enfilée. Ok, je vous rezoome ici. Ok, regardez. Je descends l'enfil aiguille, il passe derrière, je le pousse de façon à ce que ça rentre dans le chat, je viens mettre mon fil dans l'hameçon et je viens tirer le tout par derrière. Il ne me reste plus qu'à tirer ma boucle et me voici enfilé. Ça a plus de 60 ans. Quand je vous disais que cette machine était formidable. Bon, on continue un petit peu parce que là je suis en train de m'enflammer, hein, et après il y a plein d'autres trucs dans lesquels on pourrait aussi parler, notamment que c'est pareil, cette machine, aussi vieille soit-elle, elle a aussi des boutonnières automatiques. Et il y avait même, à l'époque, dans les accessoires, hein, hop, quelque chose pour venir calculer sa boutonnière, pour savoir où elle allait venir. Ah non, 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 c'est vraiment, hein, les pros ont bavé sur cette machine. Et quand je dis boutonnière automatique, c'est vraiment comme les systèmes actuels. C'est-à-dire que je vais venir ici, venir donner la taille de mon bouton, et ma machine va faire le reste. C'était quelque chose qui était magique. J'ouvrais, je mettais mon bouton, et ça me faisait ma boutonnière. Et tout ça de façon totalement mécanique. Cette machine, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon allez, reprenons un petit peu notre histoire de mécanique. Maintenant qu'on a parlé du bas, on va parler du haut. Nous voici en haut. Donc encore une fois, hein, ici, on a notre volant, et donc on n'a rien de nouveau
un axe supérieur qui va venir tourner, avec donc la poulie de renvoi qui va être ici, qui va renvoyer avec une courroie l'énergie d'en haut vers en bas. Ici, quand on va continuer, on va avoir un ensemble mécanique assez particulier. Le premier, c'est la came. La came, c'est le gros truc que vous voyez ici, blanc plastique. Enfin, on peut enlever les cames assez rapidement. Clac, voilà. J'ai en fait ici un dispositif mécanique qui me permet tout simplement de soulever ma came. Ce qui nous permet de voir ici deux petites choses dont on a déjà parlé. Les deux choses en question, ce sont les deux petits doigts que l'on voit ici. Ici et là. Ça, on l'a déjà évoqué avec la 411G. Il s'agit tout simplement, tac, ici de la sélection du point qui va monter et qui va descendre. Voilà, tac, en fonction du point que l'on choisit. Voilà, jusqu'au spécial. Hein. Hop. Et l'autre, c'est tout simplement la longueur du zigzag et la position de l'aiguille. Ici, j'ai un volant. Quand il est à 0, bah, tout simplement, quand ma machine va fonctionner, hop, je vais d'abord te faire le... On va se mettre juste en zigzag. Voilà. Ok. Ici, je vais avoir un panneau que l'on appelle également le volant. Alors, c'est pas comme le volant de la machine à coudre, non. Lui, il bouge de façon latérale, comme ça. Là, je suis avec un zigzag à 0. Résultat, le doigt qui est juste ici, quand il va lire la came, bah, tout simplement, il va venir faire bouger le volant qui est là. Si maintenant je donne une inclinaison à mon volant, c'est-à-dire que là, je le déplace sur 5, cette fois-ci, bah, tout simplement, je vais déplacer le morceau de mon volant un petit peu plus au centre. Il va donc avoir un plus large mouvement ici qui va me permettre de faire mon zigzag. En fonction de la came que j'ai, mon doigt va venir pousser le volant à des intervalles différents. Ainsi, par exemple, si je me mets sur ce point-ci, ma came va être différente, mon volant va bouger de façon différente. Il ne reste que je dois venir donner une valeur à mon volant pour qu'il puisse faire le zigzag quand il y a lieu d'être. La came des 760, elle est vraiment bien particulière parce qu'elle va disposer de points vraiment spécifiques qui normalement sont difficiles à faire de façon mécanique. Enfin, au bout de la chaîne, un mécanisme qu'on connaît plutôt bien, hein, avec, on voit dans le fond ici, le balourd, ici la bielle releveuse, et enfin donc le fameux enfil aiguille que j'ai montré tout à l'heure. C'est tout? Non. Bon. Bien sûr, il y a ici aussi un gros bouton. Ce bouton, il me permet principalement de jouer sur la pression du pied. Voilà, normal, plus, moins. Mais les plus attentifs d'entre vous auront remarqué ici un drôle de petit loquet. Ce petit loquet, c'est ce qui va faire mécaniquement un truc merveilleux à la 760. C'est ce qui va lui permettre de faire son point de bâti. Le point de bâti, je le vois ici. Regardez, on va le mettre. Tac. À ce moment-là, mon aiguille, elle est tout à droite. Mais encore une fois, moi, je vais vous demander de regarder un petit peu le commutateur. En fait, en mettant le point de bâti, je suis arrivé sur une came qui va être beaucoup plus large et de façon un petit peu oblongue. C'est ça qui va être génial. Pourquoi? Parce que, grâce à ce commutateur, en fait, je vais pouvoir, à un moment donné, enclencher et déclencher ma barre à aiguille.
Ce commutateur, si je viens le chatouiller, mais vraiment juste un poil, en fait, je peux venir débloquer, je peux venir en fait faire en sorte que ma barre à aiguille ne tourne pas. Si, hein, c'est vrai, regardez. Hop, on va venir le chatouiller, on va se mettre en point droit. Voilà, hop, regardez. Ma barre à aiguille ici ne bouge pas. Hop, là, il est réenclenché. Tac. Ma barre à aiguille bouge. Si je reviens un petit peu le chatouiller, voilà, on va le remonter un petit peu. Là, ici, il va venir frotter. Et tac, ma machine va tourner. Même ma barre aiguille ne bouge pas. Hop. Quand je vais être sur mon point de bâti, ça va me faire ça, mais le Macam va tout simplement pousser mon aiguille tellement sur la droite, donc en haut tellement sur la gauche, que ça va venir désactiver ma machine. Résultat, tac. Voilà, regardez ce qui se passe quand je tourne le volant. Ici, ma barre à aiguille, elle est du coup relâchée. Et là, tac, je reviens au milieu. La barre à aiguille se fait prendre. Elle vient donner un coup. Elle remonte. Et en remontant, toc, je viens de nouveau débrayer ma barre à aiguille. Et ce, pendant 12 points. Au 12e point, ma barre à aiguille va remonter. Ça va venir se redécaler. Ça va réembrayer ma barre à aiguille. Hop, on y est bientôt à 12 points, voilà. Je viens réembrayer ma barre à aiguille, qui redescend, qui pique, et qui remonte, et qui vient se débrayer de nouveau pour 12 points. Mécaniquement, c'est du génie. Cette machine, elle est entièrement mécanique, et pourtant, elle arrive à faire ce genre de choses. Le génie humain est dingue, mais vraiment dingue. Mais du coup, on va un petit peu vous montrer comment ça fait les points. On a déjà fait une canette. Là, on va montrer le point de bâti et on va montrer un petit peu de performance en épaisseur. Alors, petit tuto rapide sur l'enfilage. Promis, cette fois-ci, ça ira vite. On commence toujours par lever le pied. On n'enfile jamais une machine le pied baissé. Je vais le dire à chaque vidéo, mais c'est hyper important. Ensuite, le fil, donc il y a un guide un petit peu plus haut, et je viens, comme sur une Singer Starlet, par ici, au-dessus, et jusqu'à entendre un clic, je vais tirer mon fil vers le bas. Voilà, là, je suis bien enclenché. Je vous le remontre. Je viens en dessous, devant, au-dessus, hop, et en dessous, je tire jusqu'à entendre un clic. Voilà. Là, je suis bien mis, mon ressort est bien en action. Je viens descendre par là, je remonte la bielle au plus haut, je passe dans la bielle, et ici, dans le guide, ici, et enfin, hop, dans l'aiguille. Pour faire la canette, tout simplement, j'appuie ici et je tiens mon fil afin qu'il puisse se casser quand il a commencé à faire sa canette. Je viens donc mettre ma canette, j'enclenche, je prends bien mon fil que je tiens vers l'arrière et c'est parti. Ça devrait être suffisant. Hop, et là, je peux directement partir en couture. Hop.
Allez, on prend un échantillon, plié en 3, on ferme, et c'est parti. Voilà. Ah, c'est génial. Hein. Le bruit de cette machine, il est fabuleux, mais vraiment fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Bon, là, bien sûr, on a la longueur du point. Hein. Hop, allez à 1,5. Hein. La marche arrière. Et là, on va se faire un kiff. On est déjà à 3 épaisseurs. 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. C'est excellent. C'est excellent. Cette machine est excellente. Allez, on va remonter un petit peu le point. Non, c'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. En mécanique, comme ça, quand c'est bien réparé, parce que bon, les réparations sont quand même chères. Pour changer un pignon de crochet, c'est 130 €. Pour changer un pignon de cam, je crois que c'est 130 € aussi avec l'entretien. Il y a les cylindres blocs qui peuvent casser. Il y a le dispositif, puisque ça reste des pièces plastiques. Attention, plastique ne veut pas dire que ce n'est pas une machine de qualité. Si ces pièces-là sont en plastique, encore une fois, c'est parce que ça améliore la fluidité et parce que ça améliore aussi leur remplacement. On peut facilement remplacer ces pièces. Si c'était en métal, première merde, la machine elle serait morte. Allez, un petit peu de zigzag. Voilà, donc là je pousse. Voilà, zigzag. On va se faire un zigzag. Je suis avec une aiguille de 90 et ça me passe les épaisseurs. C'est magique, c'est super. Voilà. Allez, je vous montre le bâti. Alors le bâti, c'est un petit peu particulier. Il faut se mettre ici en minimum. Là, vraiment, au bout du bout du bout. Hop. Voilà. Là, je suis déjà débrayé. Donc, on va repartir par là. Et là, regardez. Clac. Voilà, là j'ai un point de bâti, je peux carrément passer le doigt à l'intérieur. Hein. C'est génial. C'est une des rares machines qui fait ça. Il y avait aussi la Elna Computer, celle qui a un petit peu tué la marque en 88, mais ils l'ont fait en 88. Là, on est dans les années 60. C'est, encore une fois, faut s'imaginer que pour l'époque, c'est un bijou. Mais vraiment un bijou. Les boutonnières automatiques, le remplissage automatique de la canette, le fait que le pied soit avancé, c'est vraiment, elle est géniale cette machine. Je peux en plus décaler mon aiguille à gauche et à droite, la longueur de pointe, c'est super. Et c'est pas fini. Parce qu'on a vu le point de bâti, hein, et donc le point de bâti, ce qui est bien, c'est que voilà, il peut vraiment se défaire rapidement. C'est pour ça qu'il est prévu. Mais il y a encore un autre truc qui est fandard là-dessus. Regardez, je vous montre. Hop, voilà. Pour ça, il me faut 2 petits accessoires. Il me faut ça et ça. Ça, c'est des choses qui sont rares aujourd'hui de trouver. Alors, il est cassé. Donc j'espère que ça va marcher. Ça a marché quand j'ai fait mon petit test tout à l'heure. Je vous montre. Alors, tac. On enlève la plaque aiguille normale et on met celle-ci. Et donc je mets ce petit bitonio à la place de la canette. Et il faut qu'il soit calé comme ça. Voilà. Le fil, très important, il faut le faire passer là dans la tige. Hop, tout est bon, la tension est bonne, tout est OK. Allez, je prends un petit blanc, celui-là on va le mettre de côté. Voilà, sur le bord. Tac. On est prêt, on se lance.
Là, j'aimerais tellement qu'il y ait des couturiers qui découvrent cette vidéo et qui soient là en train de dire « Mais je comprends pas, il n'y a pas la canette. » Et ils la lancent et ça coud. J'aimerais tellement que ce soit arrivé à des personnes. Hop. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, cette machine, elle est capable de faire du point de chaînette. Si, regardez. J'ai effectué un point de chaînette. Donc le point de chaînette, hein, c'est vraiment un point plutôt pareil, temporaire, hein, qui se défait assez facilement. Un point de chaînette, si on vient le couper à un endroit, hop, ici, allez hop, tac, voilà. Et là, en fait, on peut le tirer après très facilement. Hop, voilà. Hop, allez, je me remets ici. On va essayer de vous montrer à quel point c'est facile de le tirer. Et en même temps, je dis ça et je galère. Allez, hop. Voilà. Le point de chaînette, il se découd normalement très facilement. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois un maillon qui est pris dans l'autre. C'est fait à un fil. C'est parfois ce que l'on voit sur certains jeans. Là, ici, je peux effectuer justement ce fameux point de chaînette. Et ça, donc, juste à un fil, encore une fois. Hein. Là, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de canette. La canette, elle est là. Il y a juste ce petit dispositif qui permet de maintenir, en fait, le doigt de freinage pour effectuer une tension. Allez, je vous montre. Hop, voilà. Donc à tirer, c'est un petit peu chiant, hein, puisqu'il se casse. Hop, il faut qu'il se casse à la fin. Hein. Voilà. J'ai un magnifique point de chaînette. Voilà ce qui est capable la 760. C'est vraiment une machine qui est fabuleuse. Alors voilà, la plaque à aiguille, en fait, en dessous, hein, si vous regardez, il y a un petit picot qui permet de retenir le fil. Et là, hop, j'ai ce qu'on appelle... Allez. Voilà, la plaquette, tout simplement, elle vient ici se caler. C'est génial, c'est vraiment génial. Cette machine a été un fleuron pendant pas mal d'années. Et encore aujourd'hui, hein, si vous avez des machines 760 qui sont en bon état, n'hésitez pas à les faire réparer. Ce sont des machines fabuleuses. La technologie qui est dedans est assez simple, assez logique. Et au final, ça fait une machine qui a énormément de puissance. Hein. Encore une fois, voilà. Pour toutes les Lidl hein, qui n'arrivent pas à passer ce genre de truc, prenez-en de la graine. Ça fait du point de chaînette, ça fait du point de bâti, il y a un enfil aiguille. Voilà, début des années 60, Singer a sorti la 760. Ça a été une révolution dans le milieu de la couture. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à faire aussi bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la voir, à voir cette machine, à voir sa capacité, ses performances, que ce que j'ai fait pour pouvoir la monter. J'espère que vous apprécierez les autres vidéos de ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres machines, peut-être moins fabuleuses, mais fabuleuses quand même. C'était Thibaut de Fil Mécanique. Ciao!